Pierre Lefebvre était un homme qui ne perdait jamais. À 42 ans, il régnait sur l'immobilier de luxe à Paris comme un empereur sur son territoire. Chaque immeuble qu'il désirait tombait sous son contrôle. Chaque dossier, chaque négociation, chaque investisseur semblait s'incliner devant lui avec une précision mécanique. Il portait des costumes italiens sur mesure, conduisait une Aston Martin, vivait au dernier étage d'un immeuble haussmannien avec vue sur la tour Eiffel. Mais plus encore que la réussite, Pierre aimait une chose, le contrôle. Et ce soir-là, dans le salon privé d'un restaurant 3 étoiles du Marais, il savourait un verre de pomerol en compagnie de son vieil ami Charlie Delorme, avocat à la langue acérée et au flair redoutable. Charlie, toujours prêt à défier Pierre, s'amusait à lui tendre des pièges intellectuels, souvent perdus d'avance. Mais ce soir, il avait préparé une provocation différente. Une qui, selon lui, pourrait briser le masque de son ami, ou du moins le fissurer. « Pierre, dit-il d'un ton nonchalant, tu sais ce que tu ne contrôles pas ? L'amour. » Pierre haussa un sourcil amusé. « Parce que toi, tu le contrôles ? Ton divorce dit autre chose. Je ne parle pas d'émotion, mon vieux, je parle de ce que tu choisis. Les femmes que tu fréquentes, on dirait toutes des copies carbone. Superficiellement parfaites, mais interchangeables. Je me demande si tu serais capable d'aimer quelqu'un qui ne te ressemble pas. » Pierre rit, franchement. « Et c'est là que tu veux en venir ? Une psychanalyse de fin de repas ? » ?»« Non. Un pari ?» répondit Charlie en posant calmement son verre. Il sortit une enveloppe de sa veste qu'il déposa sur la table. « Voici un nom, une femme. Si tu l'épouses et restes marié 6 mois, je te donne 1 million d'euros. » Pierre resta figé un instant, entre ricanement et curiosité. « Sérieusement ? Tu me paierais pour me marier ? » ?»« Pas pour te marier, pour te transformer. Parce que cette femme, Pierre, elle ne sera pas achetable, pas modelable, pas contrôlable. » Pierre prit l'enveloppe, amusé. Il l'ouvrit. Un nom, une photo, une note. Héloïse Bernard, 34 ans, critique littéraire, café préféré, Le Grain Libre. La photo montrait une femme aux cheveux châtains, attachée en chignon flou, au regard profond, direct, et à la posture droite. Elle n'était pas de celle qui sourit pour séduire. Elle semblait déjà juger celui qui la regarderait. « Tu veux que je séduise une prof de philo ?» railla Pierre. Charlie sourit. « Non, je veux que tu l'épouses et que tu t'y accroches 6 mois, sans la transformer, sans l'humilier, juste la comprendre. » Pierre n'aurait jamais dû dire oui. Mais il y avait dans ce pari une promesse de défi. Et Pierre ne refusait jamais un défi. « Marché conclu, » répondit-il en reposant son verre. « Tu peux préparer le chèque. » Le lendemain soir, il organisa un premier rendez-vous. Un dîner dans un restaurant très privé, niché au sommet d'un immeuble avec vue panoramique. Il avait tout prévu. Le champagne millésimé, le chef japonais personnel, le serveur discret, la lumière tamisée, elle arriva pile à l'heure, ni en avance, ni en retard. Elle portait une robe noire simple, élégante, mais sans ostentation. Aucun bijou. Ses yeux le scrutèrent dès la première seconde comme s'il était un document à analyser. « Pierre Lefebvre ?» demanda-t-elle d'un ton neutre. « En chair et en costume, répondit-il en se levant pour lui tendre la main. Elle l'ignora et s'assit directement. « Je sais pour le pari. » Pierre resta un instant interdit, le dos encore à demi redressé. Il se rassit lentement. « Pardon ? Ne jouez pas au plus malin. Charlie m'a contacté avant vous. Il voulait vérifier si j'étais prête à participer. J'ai dit oui, pas pour l'argent, pour la curiosité. » Pierre prit une gorgée de vin pour masquer son trouble. « Alors, vous jouez le jeu ? » ?»« Non, répondit-elle sèchement, je fixe les règles. Ce mariage sera un contrat de 6 mois. Pas d'intimité, pas de pression. Vous ne contrôlez rien. Je garde mon travail, mes amis, ma liberté, et je vis où je veux. » Pierre s'appuya au dossier de sa chaise, intrigué. Il n'aimait pas qu'on lui dicte les règles. Mais cette femme venait de renverser l'échiquier en une seule phrase. Elle n'était pas là pour être séduite. Elle était là pour le tester. « Vous savez que j'ai l'habitude qu'on me suive, Héloïse ? Et moi, j'ai l'habitude de marcher seul, Pierre. » Le reste du dîner fut tendu. Peu de mots, beaucoup de regards. Elle n'était ni hostile ni charmante. Elle était présente, lucide, droite. Quand elle se leva pour partir, elle laissa une carte de visite sur la table. « Je préfère les cafés simples aux dîners dorés. Si vous voulez continuer, vous savez où me trouver. » Elle sortit sans attendre de réponse. Pierre resta seul face à la ville illuminée, déstabilisé comme rarement dans sa vie. Il aurait pu abandonner, dire à Charlie que c'était ridicule, mais au fond de lui, une étincelle s'était allumée. Pas celle de l'amour, non, celle du défi. Et dans cette étincelle, sans qu'il ne le sache encore, se cachait le début de sa PR. La cérémonie eut lieu un jeudi matin à l'hôtel de ville du 8e arrondissement. Pas de fleurs, pas de musique, pas de sourire. Seule la fonctionnaire municipale, engoncée dans son tailleur beige, récitait les articles du Code civil d'une voix monocorde, presque gênée. Pierre portait un costume sombre, sobre mais impeccable, et regardait sa future épouse comme on observe un investissement risqué. Héloïse, elle, avait choisi une tenue d'un blanc cassé, sans dentelle ni fioriture, avec ses cheveux attachés à la va-vite. Ses yeux n'exprimaient rien, ni colère, ni tendresse, juste une neutralité glaciale. Quand vint le moment de dire « oui », elle le fit sans frissonner. Pierre, lui, hésita une fraction de seconde avant de prononcer son engagement.
Il ne savait pas encore pourquoi cette voix intérieure lui murmurait déjà « Tu vas perdre ». Après la signature, ils sortirent indissant même une photo. Aucun proche n'avait été convié, aucun baiser, aucun toast, juste un silence pesant et une voiture noire qui les attendait. « Tu veux vraiment qu'on s'installe chez moi » demanda Pierre sur le chemin. « Non » répondit Héloïse, « je ne veux rien, mais je respecterai les termes. 6 mois sous le même toit, ensuite nous serons quittes. » Pierre acquiesça, le regard fixé sur les vitres teintées. Il pensait encore pouvoir la plier à son monde. L'appartement de Pierre ressemblait plus à un décor de magazine qu'à un vrai lieu de vie. Surface brillante, meubles de créateur, cuisine high-tech jamais utilisée. Il lui fit faire le tour, fier de montrer la vue sur Paris, le dressing immense, la salle de bain marbrée. Héloïse posa son sac à main dans un coin du salon. « Impressionnant, dit-elle sans chaleur. Mais tu sais, je ne dors pas mieux dans des draps à 1 000 €. Pierre grimaça légèrement. « Tu finiras par t'y habituer ?» Elle le regarda droit dans les yeux. « Ne parie pas là-dessus. » Le soir même, il lui proposa un dîner étoilé, fait venir par un chef personnel. Elle refusa. « J'ai mangé une salade au bureau, et demain je me lève tôt. Tu continues à travailler ?» Elle leva les sourcils. « Bien sûr. Tu pensais quoi? Que j'allais devenir ta potiche en résidence surveillée? Je me disais juste que ce mariage allait peut-être bouleverser un peu ton emploi du temps. » Elle rit. Pour la première fois, mais ce n'était pas un rire doux. C'était un rire sec, tranchant. « Ce mariage est un mensonge, Pierre, un contrat. Mon emploi du temps, lui, est réel. » Les jours suivants, Pierre tenta sa stratégie habituelle, offrir, impressionner, insister. Il la couvrit de cadeaux, de vêtements de luxe, de bijoux qu'elle ne déballa même pas. Il réserva des tables dans les meilleurs restaurants qu'elle déclina systématiquement. Elle préférait les plats faits maison ou des tartines, avec du fromage, des œufs, un thé noir infusé 3 minutes, rien de plus. Pierre, agacé, tenta de reprendre le dessus. Il passa un appel discret à son assistante pour faire suspendre temporairement le contrat de consultante d'Héloïse. Le lendemain, elle revint furieuse. « Tu as appelé mon employeur ? Je pensais que tu aurais peut-être besoin de temps pour t'adapter à cette nouvelle vie. » Elle s'approcha lentement de lui. Il crut un instant qu'elle allait l'embrasser, ou au contraire le gifler. Mais elle se contenta de murmurer « Si tu veux que ce soit vivable, n'interfère plus jamais avec ma liberté. Jamais. » Les conversations entre eux devinrent des champs de bataille verbaux. « Tu sais que tu rends les choses difficiles ?» lui dit-il un soir. « Je ne suis pas venu pour te faciliter la vie, Pierre. Ce n'est pas un stage d'assistante. Je suis ton mari. Non, tu es l'homme avec qui je cohabite pour 6 mois. Et tu es le pari de ton ami. » Ces mots étaient des flèches qu'elle décochait sans élever la voix. Pierre, habitué à ce que tout se plie à sa volonté, se retrouvait face à un mur invisible. Plus elle résistait, plus il avait envie de la conquérir. Non pas par amour, mais pour ne pas perdre. Mais une nuit, alors qu'il la surprit dans la cuisine, pieds nus, préparant une tisane, il la vit autrement, fatiguée. Fragile peut-être, humaine. « Tu dors mal ?» osa-t-il demander. « Toujours eu du mal à trouver le sommeil dans les endroits trop silencieux. Tu veux que je mette de la musique douce ?» Elle le fixa, impassible. « Tu crois que quelques notes vont te racheter une conscience ?» Pierre ne répondit pas. Ce n'était pas une question, c'était un avertissement. Un matin, alors qu'il quittait l'appartement, il la croisa dans l'ascenseur. Elle portait un manteau beige et tenait un livre sous le bras. Il jeta un œil au titre « L'art de perdre » d'Alice Zeniter. « Tu crois vraiment que tu vas gagner ce jeu ?» demanda-t-il soudain, sans trop réfléchir. Elle ne tourna même pas la tête. « Ce n'est pas un jeu, Pierre, c'est ta leçon. » Puis elle sortit, laissant derrière elle le parfum discret d'une femme qui ne voulait rien séduire. Rien prouver, juste exister. Et rappeler à Pierre chaque jour que l'argent ne rachète ni la dignité, ni les âmes qu'on a blessées. Pierre n'avait jamais ressenti cela. Ce n'était pas de la colère, pas encore. Ce n'était pas non plus de la frustration pure, même s'il y avait de ça. C'était plus insidieux, plus désarmant, une sensation d'impuissance, d'irritation sourde comme si le monde, pour la première fois, refusait de tourner autour de lui. Et tout cela venait d'une femme, Héloïse. Elle vivait avec lui depuis plusieurs semaines maintenant dans ce Penthouse qu'il avait pourtant conçu pour être un sanctuaire de puissance et de luxe. Mais avec elle, l'endroit semblait rétrécir, devenir froid, muet. Elle n'utilisait presque rien de ce qu'il mettait à sa disposition. Ni le spa privé, ni le majordome digital, ni la cave à vin prestigieuse. Elle ramenait ses propres thés en vrac, ses plantes qu'elle installait près des fenêtres, ses livres aux pages cornées. C'était comme si, dans chaque coin de l'appartement, elle reconstruisait un monde dans lequel il n'avait pas sa place. Il avait cru au départ que ce serait une phase, une sorte de résistance initiale normale. Mais il s'était trompé. Héloïse ne se protégeait pas. Elle construisait un mur, et Pierre, pourtant maître dans l'art de la persuasion, ne trouvait aucune brèche. Un soir, il tenta l'approche intellectuelle, pensant qu'une conversation honnête pourrait fissurer sa forteresse. « Tu n'es pas obligé de me haïr, tu sais ?» Elle leva les yeux de son livre, un recueil de poésie de René Char. « Je ne te hais pas, Pierre. Ce serait encore une forme d'attachement. Non, je t'observe. C'est plus instructif. Tu crois me comprendre ? Non. Je crois que tu cherches désespérément à ce que je te voie comme tu veux être vu.
Et ça, c'est ton vrai problème. Il voulut répliquer, mais les mots restèrent de coincés, car elle avait vu juste. Ce n'était pas son regard qui le dérangeait, c'était ce qu'elle refusait d'y mettre, de l'admiration, du désir, ou même de la peur. Il commença à rêver d'elle, pas des rêves sensuels, non. Des scènes absurdes où elle le quittait dans une foule, où elle effaçait son nom d'un tableau, où elle riait avec Charlie dans une pièce où il ne pouvait pas entrer. Il se réveillait avec le cœur battant, troublé. Lui, Pierre Lefebvre, troublé par une femme qu'il ne possédait pas. Lorsqu'il en parla à Charlie un matin entre deux cafés, celui-ci haussa un sourcil ironique. « Elle te travaille, hein ?» Pierre soupira. « Elle est comme imperméable. Et ça t'énerve parce que t'as l'habitude que les femmes se plient. Là, tu tombes sur une qui te renvoie ta propre façade. Et ça, mon vieux, c'est insupportable pour un mec comme toi. » Pierre baissa les yeux. Il n'aimait pas quand Charlie avait raison. « Tu crois que je suis en train de perdre le pari ?» Charlie sourit, sans répondre. Un soir, ils se disputèrent violemment. Une vraie confrontation. Héloïse venait de refuser pour la 3e fois un dîner professionnel que Pierre voulait l'emmener rencontrer. Il s'emporte. « Tu refuses tout. Tu refuses moi. T'es venu ici pourquoi, au juste? Gagner ton petit jeu moraliste ?» Elle se leva calmement, s'approcha de lui, le regard dur. « Tu crois que je joue, Pierre? Tu crois que tout tourne autour de ton ego? Je suis ici pour te forcer à te regarder en face, pas pour te séduire. Tu pourrais au moins faire semblant? Tu veux du mensonge? Tu n'en as pas déjà assez? Et moi? Tu crois que ça m'amuse de vivre ici, sous ton toit, au milieu de ta richesse toxique? Je suis ici parce que tu es le type d'homme qui détruit sans jamais regarder derrière lui. » Il la dévisagea, choqué par la violence de ses mots. Mais ce n'était pas une attaque, c'était une vérité froide, coupante. Elle ajouta plus doucement « Et si tu crois que tu vas me gagner, Pierre, alors tu n'as encore rien compris. » Les jours suivants furent silencieux. Héloïse se leva chaque matin comme si de rien n'était, préparait son thé, lisait, partait travailler. Pierre, lui, perdait pied. Il essayait de reprendre le contrôle en se réfugiant dans le travail, mais même là, quelque chose avait changé. Il n'arrivait plus à se concentrer. Son esprit revenait sans cesse à Héloïse, à sa façon de le regarder ou de ne pas le regarder. Une nuit, il resta éveillé, assis dans le salon plongé dans l'obscurité. Il entendit ses pas dans le couloir, puis sa silhouette apparut dans l'embrasure de la porte. « Tu ne dors pas ?» demanda-t-elle sans froideur. « Tu crois que je dors bien ces temps-ci ?» Elle s'approcha un peu mais resta à distance. « Je t'atteins alors. »« Oui, murmura-t-il, mais pas comme tu crois. » Elle le regarda longuement, puis tourna les talons. Avant de partir, elle lança « C'est peut-être toi que tu commences à voir ?» Ce soir-là, Pierre comprit quelque chose de terrible. Il n'était plus maître de rien, ni de ses émotions, ni de son image, et certainement pas d'Héloïse. Elle avait renversé le rapport de force, et maintenant, c'était lui qui cherchait désespérément une faille dans son armure. Le ciel au-dessus de Paris semblait plus bas ce soir-là. Une chape grise recouvrait les toits, comme un couvercle sur une casserole prête à déborder. Pierre regardait la ville depuis la baie vitrée de son salon. Verre de whisky à la main, il n'avait pas touché à son téléphone depuis des heures. Il attendait qu'Héloïse rentre, comme on attend une sentence. Il n'en pouvait plus de ne pas comprendre. Il avait l'habitude que les femmes soient un mystère passager, puis une conquête, puis un souvenir. Mais Héloïse, elle était une énigme douloureuse, constante. Et plus il s'acharnait à percer son silence, plus il sombrait dans l'obsession. Il avait même fini par engager un détective. Rien d'illégal, juste des recherches sur son passé, ses relations, ses motivations, mais le dossier n'avait rien révélé d'extraordinaire, du moins pas encore. Et c'est cela qui l'énervait le plus. Elle gardait le contrôle, même face à son propre réseau. Vers 22h, la porte s'ouvrit. Héloïse entra sans un mot, déposa son sac, enleva son manteau, passa devant lui. « Tu comptes m'ignorer encore longtemps ?» lâcha-t-il. Elle s'arrêta. « Je ne t'ignore pas, je te laisse t'enliser. » Il se leva d'un bond, excédé. « Tu veux me faire du mal ? Très bien, tu gagnes. Je suis à bout. Tu m'as cassé, bravo. Mais j'en ai assez de marcher dans le brouillard. Si tu veux me punir, fais-le franchement. Dis-moi au moins pourquoi tu es là. Pour de vrai. » Elle se tourna lentement, et son visage avait changé. Quelque chose dans son regard s'était libéré. Pas de la colère, pas du mépris, une forme de résolution. Elle s'approcha, lentement, sans violence, sans cri, juste avec la densité de ceux qui vont dire ce qu'on ne pourra jamais oublier. « Tu veux la vérité, Pierre ?» Il acquiesça. « Très bien, alors assieds-toi, parce que tu n'es pas prêt. » Ils s'assirent de face à face. Le salon, d'un luxe glacial, semblait s'effacer autour d'eux. Elle posa les mains sur ses genoux et le fixa droit dans les yeux. « Tu te souviens d'une entreprise appelée Bertrand Technologies ?» Pierre fronça les sourcils. « Oui, une boîte d'électronique basée à Toulouse. J'ai repris leurs locaux il y a quoi, 7 ans. Ils étaient en faillite. » « Non, ils étaient en difficulté. Et tu les as volontairement enfoncés pour récupérer leurs brevets à bas prix. Tu les as démantelés. Tu te souviens du fondateur ?» Le cœur de Pierre accéléra. « Bertrand ? Bertrand ? Henri Bertrand ?» Elle hocha la tête. « C'était mon père. » Silence. Un silence plus bruyant que n'importe quel cri.
Pierre sentit un frisson glacé parcourir sa colonne vertébrale. Elle continua, sa voix plus lente, plus grave. Mon père n'était pas parfait. Mais il aimait son travail, et il croyait aux gens. Quand ta société est entrée dans ses comptes, il a cru que c'était un partenariat. Tu lui as menti, tu as mis des avocats sur lui, tu l'as ruiné. Pierre balbutia, les mots collés dans la gorge. C'était une décision stratégique. Il n'y avait rien de personnel. Pour toi peut-être, mais pour lui c'était la fin. 3 mois après, il s'est donné la mort. Il m'a laissé une lettre. Tu sais ce qu'il écrivait ? Je n'ai pas su protéger ce que j'ai construit. Ils m'ont pris ma dignité. Pierre baissa les yeux. Pour la première fois depuis des années, il ne savait plus qui il était. Ses succès, ses chiffres, ses contrats, tout lui semblait d'un coup aussi creux que le silence d'un cercueil. « Alors c'est pour ça, souffla-t-il, tu as accepté ce pari pour te venger ?»« Non, répondit-elle, le pari n'a été qu'une porte d'entrée. Je t'aurais affronté un jour ou l'autre, mais là, tu t'es offert sur un plateau. » Elle se leva, contourna la table basse et s'arrêta à 1 mètre de lui. « Je voulais que tu ressentes, ne serait-ce qu'un fragment de ce que tu infliges aux autres, ce vide, ce froid, ce sentiment d'être broyé sans que personne ne te regarde dans les yeux. Et maintenant, murmura-t-il, la voix brisée, tu veux que je souffre jusqu'au dernier jour du contrat ? Ce que je veux, Pierre, ce n'est pas te détruire. Tu le fais très bien tout seul. Ce que je veux, c'est que tu comprennes, que tu vives avec ça, comme moi j'ai vécu avec l'absence de mon père. » Il voulut parler, tendre la main, mais elle se recula d'un pas. « Tu ne peux pas réparer, tu ne peux pas revenir en arrière, mais tu peux vivre avec. Et ça, Pierre, c'est ta vraie condamnation. » Elle tourna les talons, marcha vers sa chambre, puis s'arrêta. « Tu pensais jouer avec moi, mais tu n'as jamais été le joueur. Tu étais la leçon. » Et elle disparut dans le couloir, laissant Pierre seul dans le salon, seul avec ses erreurs, son passé, et pour la première fois depuis longtemps, son humanité nue. Depuis la révélation d'Héloïse, l'appartement était devenu une prison invisible. Non pas à cause des murs, mais à cause du silence. Un silence pesant, douloureux, omniprésent. Il ne s'agissait pas d'un simple mutisme entre 2 personnes blessées. Non, c'était une stratégie, une lame froide, aiguisée par des années de douleur contenue. Et Pierre, qui avait passé sa vie à parler pour convaincre, à argumenter pour dominer, se retrouvait face à une muraille de silence qu'aucun mot ne pouvait fissurer. Il tentait pourtant, il essayait. « Héloïse, je peux te parler ?» Elle tournait la page de son livre sans répondre. « Je suis désolée. » Pas un regard. J'étais un homme différent à l'époque. J'étais... Elle se levait, doucement, allait se faire un café, puis s'isolait dans la petite pièce qu'elle s'était aménagée comme bureau. Pierre avait l'impression de disparaître, d'être réduit à l'état de bruit de fond. Le matin, il se levait avant elle, préparait le petit déjeuner, espérant peut-être qu'un geste humble compenserait le mal causé. Mais elle se contentait d'ignorer son assiette, ne se versait un thé et partait travailler comme si de rien n'était. Elle le traitait comme un meuble, pas avec mépris, non, avec indifférence. Et c'était pire, beaucoup pire. Il avait découvert un autre visage de la douleur, celle d'être invisible. Au travail aussi, les choses commencèrent à se dérégler. Ses associés le trouvaient distrait. Il oubliait des réunions, il perdait le fil lors des négociations. Son nom, autrefois synonyme de rigueur et d'autorité, commençait à être prononcé avec prudence, parfois même avec une pointe d'ironie. Il apprit à demi-mot qu'un document interne confidentiel avait fuité vers la presse économique. Pas grand-chose, mais suffisamment pour écorner son image. Il comprit rapidement qu'Héloïse y était peut-être pour quelque chose, et pourtant il ne pouvait pas lui en vouloir. Il avait été le prédateur, à présent il goûtait à sa propre médecine. Un soir, il tenta une ultime approche. Il la retrouva dans le salon, installée sur le canapé avec un roman entre les mains. Il s'assit à l'autre bout, comme un condamné face à son juge. « Je t'ai détruite, Héloïse, et je ne peux pas revenir en arrière, mais je te jure, je suis prêt à changer. » Elle ferma lentement son livre, le posa sur ses genoux, le regarda avec une froideur parfaite. « Tu crois que changer efface le passé ? Tu crois que devenir meilleur aujourd'hui lave ce que tu as détruit hier ? Non, mais peut-être que... » Elle l'interrompit. « Tu ne peux pas imaginer ce que c'est de grandir avec l'image d'un père brisé, puis absent, de construire ta vie sur une absence, sur une injustice. Alors non, Pierre, tes regrets ne suffisent pas. » Il baissa la tête. « Dis-moi ce que je dois faire. » « Rien, répondit-elle. C'est ça la punition. Tu dois vivre avec. Tu dois regarder chaque jour ce que tu as été et ne jamais t'en défaire. » Les jours passèrent et chaque jour ressemblait au précédent. Héloïse était là, physiquement, mais son cœur, son attention, son âme étaient ailleurs, inaccessibles. Elle commença même à saboter discrètement ses projets. Une remarque déplacée lors d'un dîner d'affaires, une absence calculée à une soirée stratégique. Des documents déplacés. Quand il lui demanda pourquoi, elle répondit « Je rééquilibre. Tu as ruiné mon monde, je fragilise le tien, rien de plus. » Pierre ne cria pas, il ne protesta pas. Il s'assit, seul, dans la cuisine, et resta là des heures. Il n'avait plus la force. Une nuit, il rêva de son père, un rêve flou, confus, dans lequel il était enfant. Son père le regardait sans parler, mais ses yeux étaient pleins de reproches. Quand il se réveilla, il avait les larmes aux yeux.
Il se leva, se rendit dans le salon, s'assit dans le noir. Héloïse entra quelques minutes plus tard, une tasse fumante entre les mains. « Tu pleures » demanda-t-elle, non sans surprise. « Je crois que je me rends compte, murmura-t-il. « De quoi ?» Il leva les yeux vers elle. « Que j'ai passé ma vie à écraser les autres, à prendre, à justifier ça par « c'est le business ». Et maintenant, je vois tout ce que j'ai détruit, et je n'ai rien construit de vrai. » Héloïse resta silencieuse, son visage se ferma lentement. « C'est bien, mais il fallait que je devienne un fantôme pour que tu le comprennes. » Il baissa les yeux. « Je ne sais pas comment vivre autrement. » Elle s'assit à l'autre bout du canapé, comme à leur première conversation. « Alors tu vas devoir l'apprendre, seule. » Et ce soir-là, pour la première fois, il ne chercha pas à la retenir. Il ne tenta rien. Il resta là, les mains croisées sur les genoux, à fixer l'obscurité. Parce qu'il savait, il était au fond du gouffre, et la seule personne capable de le remonter avait choisi de le laisser là. Pierre ne savait plus exactement à quel moment il avait arrêté de vouloir reconquérir Héloïse. Ce n'était plus une bataille. Il avait cessé de penser en termes de victoire ou de défaite. L'idée même de la reprendre lui semblait absurde. Comment pourrait-on reprendre ce que l'on n'a jamais mérité ? Il avait compris qu'il ne s'agissait pas d'amour, pas encore, ni même de pardon, il s'agissait de respect. Et ce respect, il ne l'avait jamais donné à personne, ni à ses collaborateurs, ni à ses conquêtes, et certainement pas à Héloïse. Alors il décida de faire ce qu'il n'avait jamais fait, se taire, observer et apprendre. Il se mit à vivre à côté d'elle, non pas en mari, mais en témoin. Il ne se mêlait plus de ses journées, ne lui posait plus de questions, il la laissait exister, libre, dans son propre rythme. Il remarqua qu'elle ne supportait pas les fleurs trop parfumées, qu'elle mettait toujours du citron dans son thé du matin, qu'elle lisait de la poésie le soir, mais des livres de gestion ou de sociologie pendant la journée, qu'elle aimait les silences, mais pas les silences agressifs, les silences doux, comme ceux qui écoutent au lieu de juger, et surtout, il remarqua ce bouquet fané de pivoine, séché dans un vase oublié. Un jour, il entendit par hasard une conversation téléphonique avec une amie. « C'était les fleurs préférées de ma mère. Elle disait qu'elles résistaient au vent, mais s'écroulèrent d'un coup, comme certaines femmes. » Pierre ne dit rien, mais il s'en souvint. Un matin, il sortit tôt, marcha seul sous la pluie jusqu'à un petit marché de quartier. Il y trouva un petit fleuriste. Il n'exigea pas les plus chères, ni les plus belles, juste des pivoines. Il rentra, les essuya doucement, les déposa sur la table de la cuisine, sans un mot. Puis, il quitta la pièce. Quand Héloïse rentra du travail ce soir-là, elle s'arrêta net. Elle resta debout devant le vase, longtemps. Puis elle s'approcha, les toucha du bout des doigts, les huma sans ostentation. Elle ne sourit pas, mais elle ne les jeta pas non plus. Elle s'assit, se versa un thé. Pierre, dans le salon, n'osa pas bouger. Les jours passèrent. Il recommença, à sa manière, de petits gestes, des attentions discrètes, jamais insistantes. Il prépara son café du matin avec précision. 2 cuillères de café moulu, pas plus. Il vida le lave-vaisselle sans bruit. Il répara le robinet de la salle de bain sans prévenir. Il la regardait vivre, avec la prudence de celui qui observe une flamme fragile. Et peu à peu, quelque chose changea. Rien de spectaculaire. Mais elle ne fuyait plus la pièce lorsqu'il entrait. Elle répondait à ses « bonjours ». Parfois même, elle lançait un « bonne nuit » avant d'aller se coucher. Un soir, alors qu'il faisait la vaisselle, elle vint s'asseoir à la table. « Tu veux un coup de main » demanda-t-elle. Il se retourna surpris, puis hocha la tête, simplement. « Si tu veux rincer ». Elle s'approcha, attrapa une assiette. Le silence entre eux était apaisant. Et pour la première fois depuis des semaines, il ne sentait plus le froid. Il y avait quelque chose d'autre, une chaleur timide, fragile. Un dimanche, ils sortirent ensemble. Pas par obligation, elle avait proposé de faire les courses à pied comme des gens normaux. Ils marchèrent sous un soleil pâle, côte à côte. Il lui porte son sac sans qu'elle le demande. Ils s'arrêtèrent devant un étal de fruits. Elle choisit des pommes avec soin. Il lui en tendit une qu'il trouva belle. « Trop brillante, ça cache les défauts » murmura-t-elle. Il sourit. « Comme moi à l'époque ?» Elle le regarda sans rire. Peut-être encore un peu, mais elle prit la pomme. Un soir, alors qu'il préparait une présentation importante pour relancer un projet en difficulté, elle entra dans son bureau. Il leva la tête, surpris. Elle tenait une tasse. « Café fort, sans sucre. Tu en auras besoin, non ?» Il prit la tasse. Il aurait voulu dire quelque chose de grand, de beau, mais aucun mot ne lui semblait à la hauteur. Alors il se contenta de souffler. « Merci ». Elle resta là un moment, regarda l'écran de son ordinateur. « Ce projet, c'est celui de la coopérative artisanale ?» Il acquiesça. « Oui, je veux qu'ils gardent le contrôle de leur production. Pas de reprise hostile, juste un partenariat, transparent. » Elle hocha la tête. « Tu apprends ?» Puis elle sortit. Pierre resta seul, mais le cœur allégé. Un soir, enfin, elle parla d'elle. Ils étaient assis dans le salon, à lire chacun un livre. Il ne l'avait pas interrompu. Et c'est peut-être pour cela qu'elle avait choisi ce moment. « Je n'ai jamais cherché à te détruire, tu sais ?» Il tourna lentement la tête. « Je voulais que tu ressentes. Pas que tu souffres comme moi, mais que tu comprennes la profondeur d'un acte qu'on croit anodin. » Il acquiesça. « Et maintenant ?» Elle le regarda. « Maintenant, je vois que tu changes.
mais ce n'est pas suffisant pour effacer ce qui a été. Il hocha la tête, résigné. Je ne demande rien, elle soupira. Mais peut-être qu'on peut parler, juste parler, et voir ce qui reste. Il sourit, pas de triomphe, juste de soulagement. Car ce soir-là, dans la brèche fine de leur relation, il sentit qu'il avait cessé d'être un homme qui voulait réparer. Il devenait un homme qui voulait simplement être. Le printemps était revenu à Paris. Les arbres en fleurs bordèrent les quais, les terrasses s'éveillaient, les rires retrouvèrent le chemin des rues. Et dans le vaste appartement de Pierre, quelque chose d'autre avait fleuri. Pas brusquement, non, lentement, discrètement, comme une brise tiède après un long hiver. Le silence qui autrefois pesait comme une condamnation s'était transformé en une forme de paix. Héloïse ne fuyait plus les pièces où il se trouvait. Elle ne le testait plus, ne le punissait plus. Elle observait, elle jaugeait, elle laissait le temps faire ce que ni la colère ni les mots n'avaient réussi à provoquer, la vérité. Et Pierre en lui ne forçait plus rien. Il agissait, modestement, sincèrement. Il ne cherchait plus à séduire ou à réparer. Il vivait à ses côtés, avec patience. Un soir, alors qu'il préparait un plat simple, une soupe de lentilles, l'un des rares qu'il savait faire sans se tromper, Héloïse entra dans la cuisine. Elle avait l'air fatiguée, mais ses traits étaient plus doux. « J'ai annulé une réunion demain matin, dit-elle, en s'asseyant sur le tabouret face à lui. Pierre la regarda étonné. « Tu veux qu'on fasse quelque chose ?» Elle secoua la tête. « Non, juste rester ici, tranquillement. » Ils soupèrent dans le calme, et après avoir rangé la vaisselle, ils s'installèrent côte à côte sur le canapé. Pour la première fois depuis longtemps, Pierre osa poser une question. « Tu penses qu'on peut recommencer quelque chose ?» Héloïse resta silencieuse un instant. « Pas recommencer, mais peut-être commencer autre chose. » Il hocha lentement la tête. « Quelque chose de vrai. » Elle répondit sans le regarder. « Oui, mais ça prendra du temps. » Les jours suivants furent étrangement doux. Héloïse accepta les promenades, les repas improvisés, les silences partagés. Ils parlèrent de tout, sauf du passé, comme s'ils reconstruisaient un langage, une familiarité, une promesse sans contrat. Mais Pierre sentait derrière son calme une tension, un secret qu'elle n'avait pas encore lâché, quelque chose de plus profond que la douleur passée. Et un soir, ce fut elle qui décida de parler. Ils étaient allongés sur le canapé, les jambes entremêlées, les voix basses. « Je ne t'ai pas tout dit », murmura-t-elle. Pierre se redressa, inquiet. « Tu te souviens du mois d'août, juste après notre mariage, cette période où je disparaissais souvent sans rien dire ?»« Oui, tu disais que tu avais besoin d'air. » Elle prit une longue inspiration. « J'étais enceinte. » Un silence lourd tomba. Pierre sentit son cœur s'arrêter une seconde. « Quoi ? Je l'ai découvert par hasard, mais je ne te l'ai pas dit, parce que je ne savais pas ce que je voulais. Et ensuite, il y a eu cette tension entre nous, cette violence contenue, et un jour, j'ai saigné. Beaucoup. Je suis allé à l'hôpital seul, et ils m'ont dit que c'était fini. » Pierre sentit une douleur aiguë l'envahir, pas un choc de colère, pas une révolte, une culpabilité pure, totale, écrasante. « Héloïse, Tu n'y es pour rien, murmura-t-elle, pas directement, mais le stress, l'ambiance, le mensonge, tout ça a pesé. » Il passa une main sur son visage. « Je n'aurais jamais dû t'impliquer dans ce pari. »« Non, tu n'aurais jamais dû me sous-estimer. » Ils restèrent silencieux un long moment. Puis elle ajouta, très bas, « Je suis enceinte à nouveau. » Il tourna brusquement la tête vers elle. « Depuis quand tu le sais ?»« Quelques jours, j'ai fait un test puis une prise de sang. C'est confirmé. » Il resta pétrifié. Elle continua. « Et cette fois, ce n'est pas un accident. Ce n'est pas une conséquence. C'est une décision, mais la mienne, pas la tienne. » Il lui prit la main doucement. « Je ne veux pas faire d'erreur. Pas cette fois. » Elle le regarda, droit dans les yeux. « Alors ne promets rien. Montre-moi. » Les semaines suivantes furent marquées par une tendresse nouvelle. Pierre réorganisa son emploi du temps. Il annulait des rendez-vous pour être là. Non pas pour contrôler, mais pour soutenir. Il lisait des livres sur la grossesse, il cuisinait, il apprenait à écouter. Héloïse, elle, se laissait apprivoiser. Elle ne parlait pas d'avenir, mais elle partageait ses doutes, ses émotions. Elle commençait à faire confiance. Un jour, il s'agenouilla devant elle, dans le salon. « Héloïse, je ne suis pas l'homme que j'étais, et je ne suis pas encore celui que tu mérites, mais je veux essayer, avec toi, et notre enfant. Pour vrai, sans contrat, sans enjeu, juste par choix. » Elle le regarda longuement, puis sourit. Un vrai sourire, le premier depuis longtemps. « Alors faisons simple. » Quelques mois plus tard, ils se marièrent à nouveau, pas dans une mairie somptueuse, pas entourés de journalistes ou d'amis influents. Dans un jardin discret, avec quelques proches. Pas de robe blanche spectaculaire, pas de discours larmoyants. Juste deux personnes, un couple, une histoire de douleur, de chute et de lente rédemption. Et dans les yeux d'Héloïse, ce jour-là, il y avait un éclat que Pierre n'avait jamais vu chez aucune autre femme. Ni peur, ni mépris, mais un soupçon de foi retrouvé.